Bonjour à tous. Avant tout, je tiens à remercier le comité organisateur de ce séminaire pour m'avoir invité pour prendre part à cet échange. Et à vrai dire, j'aurais souhaité être présent parmi vous physiquement afin d'apprécier amplement ce moment et découvrir le magnifique environnement de cette très belle région de notre pays. Je vais aujourd'hui vous parler de la plasticité des matériaux semi-conducteurs et plus particulièrement de la transition fragile ductile liée à l'effet de taille des échantillons déformés. Ce travail a été réalisé dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue tout récemment à l'Institut PEPRIM. Je tiens donc à remercier à cette occasion Florent Mignoro qui a produit ces résultats et je remercie également mon collègue Ludovic Tilly avec qui j'ai encadré cette thèse. Tel que cela a été introduit à l'instant, notre équipe de recherche est basée à l'Institut Péprime à Poitiers. Comme vous pouvez le voir sur la carte, notre institut est situé à proximité du célèbre parc du Futuroscope. Péprime est une unité propre de recherche CNRS, conventionnée avec l'Université de Poitiers et l'ANSMA. Elle regroupe environ 400 chercheurs, dont 330 permanents, ce qui fait de cet institut le deuxième plus grand laboratoire français en sciences de l'ingénieur. Pour commencer, je placerai cette étude dans le contexte général de la déformation plastique des matériaux semi-conducteurs. Avant de parler de l'effet de taille proprement dit, j'évoquerai quelques aspects relatifs à la plasticité du massif monocristallin à travers l'exemple de l'antimonure d'indium. Les aspects liés à l'effet de taille seront ensuite détaillés pour ce même matériau, où je mettrai l'accent sur le lien entre le comportement mécanique et les microstructures de déformation. Je termine mon exposé par une petite conclusion et quelques perspectives. Les matériaux semi-conducteurs sont indispensables à la fabrication des composants électroniques présents dans des appareils qui deviennent de plus en plus incontournables dans notre vie quotidienne. Ces composants subissent souvent des contraintes thermomécaniques au cours de leur élaboration et aussi au cours de leur cycle de vie, d'où l'intérêt de l'étude de la déformation plastique des matériaux semi-conducteurs, notamment avec la tendance de miniaturisation des dispositifs nécessitant la compréhension des phénomènes de plasticité aux échelles les plus fines. L'étude de la plasticité des matériaux semi-conducteurs à l'état du massif a focalisé l'effort des spécialistes entre les années 1960 et les années 2000. Ces études montrent notamment l'existence d'une transition fragile ductile dépendante de la température. Parfois, on la désigne par BDT pour Brittle to Ductile Transition en anglais. La tendance montre qu'elle se situe généralement autour de 0,6 TF où TF est la température de fusion du matériau. On comprend donc que ces matériaux sont ductiles au-dessus de 0,6 TF et ils deviennent fragiles en dessous de cette valeur. Pour les déformer plastiquement dans ce domaine, des techniques de confinement sont utilisées afin d'inhiber la progression de fissures. Il existe principalement deux moyens pour confiner un échantillon soumis à une compression uniaxiale, le confinement solide et le confinement gazeux. Par ailleurs, il est aussi possible de recourir à des techniques induisant de la déformation plastique sur des zones très localisées. Il s'agit dans ce cas des techniques d'indentation dont la mise en œuvre est plus ou moins aisée, mais le tenseur de contraintes induit est beaucoup plus complexe que le cas d'un simple essai de compression. Je me suis intéressé à la plasticité du massif monocristallin d'INSB au cours de ma thèse qui s'est déroulée entre 2004 et 2007 à l'Institut PEPRIM. À l'époque, la littérature mentionnait déjà l'existence de deux transitions, une transition située vers 150 degrés C et qui est attribuée à la transition fragile ductile, et une deuxième transition qui apparaît à température ambiante et dont on ne comprenait pas encore l'origine. Je me suis donc focalisé sur cet aspect en vue de clarifier notamment cette deuxième transition. Pour ce faire, j'ai étudié la plasticité d'échantillons monocristallins d'INSB déformés par compression uniaxiale entre la température ambiante et 400 degrés C, et ce en utilisant un dispositif permettant d'appliquer une pression hydrostatique gazeuse dans l'enceinte de déformation, et ce pour inhiber l'apparition de fissures telles que je l'ai déjà indiqué précédemment. On voit à gauche de ce transparent une coupe de l'enceinte pressurisée. On voit dans la zone encadrée en rouge une jaquette en fer doux contenant l'assemblage de déformation et puis on voit au milieu de cet assemblage un petit cylindre en aluminium.
Ce cylindre constitue lui-même une jaquette dans laquelle se trouve l'échantillon d'INSB de forme parallélépipédique et possédant les dimensions indiquées sur le schéma à droite du transparent. Il faudra donc noter que la compression uniaxiale se déroule parallèlement à la longueur de l'assemblage et que la pression hydrostatique gazeuse entoure celui-ci suivant toute sa symétrie cylindrique et aucunement suivant la direction axiale. Pour compléter ces essais, des tests de microdureté sont réalisés à la température ambiante ainsi qu'à la température de l'azote liquide afin d'étudier les microstructures de déformation aux très basses températures. Pour réaliser ce type d'essai, les échantillons parallélépipédiques sont découpés selon une orientation cristallographique spécifique, ici de 1,3, de telle sorte à ne favoriser qu'un seul système de glissement lorsque la compression s'exerce suivant cette direction. Le système de glissement favorisé dans ce cas est A sur 2, 0, 1, 1, moins 1, 1, moins 1, comme en témoigne la valeur du facteur de Schmitt qui est ici proche de la valeur maximale, à savoir 0,5. À l'issue du test de compression, on récupère des données mécaniques sous forme de courbes ou contraintes de déformation. Cela permet notamment de déterminer la limite d'élasticité du matériau à la température choisie pour l'essai. Après extraction de l'échantillon de sa jaquette, des observations métallographiques sont réalisées à l'aide d'un microscope optique sur ces 4 faces et ce en vue d'étudier les lignes de glissement car elles peuvent donner des indications sur les mécanismes de déformation. Enfin, des lames sont découpées parallèlement au plan de glissement primaire afin de les amincir et de les observer ensuite à l'aide d'un microscope électronique en transmission. À gauche de ce transparent, je vous montre les courbes contraintes déformation obtenues grâce au test de compression sous confinement gazeux entre 20 et 400 degrés C. Ces essais sont complétés par des tests de microdureté à moins 176 degrés C. La combinaison de ces données permet de tracer la courbe à droite. Cette courbe exprime la variation du logarithme de la contrainte critique de cisaillement en fonction de l'inverse de la température. Ceci permet notamment de calculer l'énergie d'activation associée à chaque régime de déformation. On peut ainsi identifier les 3 régimes en présence, à savoir un régime haute température au-dessus de 150 degrés C, un régime basse température entre l'ambiante et 150 degrés C, et enfin un régime très basse température en dessous de l'ambiante. Avant d'évoquer les caractérisations microstructurales, je vous fais un petit résumé théorique concernant la structure de cœur des dislocations dans les matériaux semi-conducteurs. Ceci me paraît fondamental afin de se faire une idée précise sur les problématiques rencontrées dans ce domaine. INSB est un semi-conducteur composé et appartenant à la famille des 3,5. Afin de bien comprendre les structures de cœur des dislocations dans ce matériau, il est préférable de raisonner d'abord sur une structure plus simple comme celle du silicium par exemple. Je vous montre à droite de ce transparent un schéma représentant la projection d'un réseau de silicium suivant une direction de type 1,1,0. On y voit notamment l'empilement des plans 1,1,1 et on distingue 2 configurations concernant cet empilement. La configuration glide correspond aux plans les plus rapprochés et la configuration shuffle correspond aux plans les plus éloignés. Comme on le sait, la déformation plastique opère dans ce type de structure par le cisaillement des plans de type 1,1,1 les uns par rapport aux autres. L'une des questions les plus fondamentales en ce qui concerne la plasticité des semi-conducteurs est de savoir si le cisaillement a lieu entre les plans éloignés ou bien entre les plans rapprochés. Autrement dit, les dislocations responsables de la déformation plastique ont-elles des configurations de cœur situées dans les sites glide ou dans les sites shuffle. Notons que lorsque le cisaillement procède par le glissement de dislocation parfaite, la littérature s'accorde à dire qu'elle glisse dans le mode shuffle et que les dislocations partielles glissent dans le mode glide. Dans le cas du composé INSB qui cristallise dans la structure zinc blend, cette problématique se complique car en plus des 2 modes de glissement qu'on retrouve dans le silicium, les dislocations peuvent avoir des cœurs de nature chimique différente, à savoir IN ou SP. Il faut noter que cette structure ne possède pas de centre dissymétrie, comme c'est le cas pour le silicium. Ceci a pour conséquence de donner lieu à un empilement de type polaire des plans 1,1,1.
Autrement dit, si une lamelle de ce matériau présente deux faces de type 1,1,1, l'une serait constituée uniquement d'atomes de type IN et l'autre uniquement d'atomes de type SB. La détermination de la polarité des échantillons est ainsi primordiale si on veut connaître la nature chimique du cœur d'une dislocation dans cette structure. Il existe des techniques spécifiques pour le faire, mais je n'en parlerai pas plus que ça dans cet exposé. Finalement, pourquoi s'intéresse-t-on au mode de glissement et à la nature de cœur des dislocations? Le paramètre clé dans la plasticité des matériaux se résume dans la mobilité des défauts. En fonction du matériau, la mobilité des défauts peut être impactée par une multitude de paramètres qui peuvent être liés entre eux. Ces paramètres peuvent modifier fortement la mobilité des dislocations et par conséquent le comportement plastique macroscopique. À titre de comparaison, j'ai schématisé à gauche une boucle de dislocation dissociée dans le silicium. Sous contrainte, les segments de cette boucle ne vont pas forcément se propager aux mêmes vitesses car chaque segment est conditionné par sa dissociation et son caractère. Il en est de même pour une boucle de dislocation dans INSB avec une condition supplémentaire qui consiste dans la nature chimique du cœur de chaque segment, d'où la nécessité de déterminer la polarité des échantillons. Je reviens à présent au lien entre le comportement mécanique macroscopique et les microstructures de déformation. On voit que les caractérisations microstructurales ont mis en évidence des microstructures propres à chaque régime de déformation. Au-dessus de 150 degrés C, le glissement est fortement dépendant de la température et les dislocations sont parfaites, peu dissociées, au moins au niveau des nœuds. Dans le régime basse température, le glissement est moins dépendant de la température et les dislocations sont majoritairement partielles. Notons que la transition entre ces deux régimes correspond à la transition fragile ductile. Enfin, dans le régime très basse température, le glissement est athermique et les dislocations sont dans ce cas parfaites, non dissociées. Cette deuxième transition correspondrait à un changement de mode de glissement du glide vers le shuffle. Je vais maintenant aborder l'effet de taille sur le comportement plastique dans les matériaux semi-conducteurs à travers l'exemple d'INSB. Au début des années 2000, la possibilité de façonner des micros, voire des nanos-objets avec des techniques spécifiques a ouvert la voie aux tests de déformation mécanique à ces échelles. Les toutes premières expériences ont été menées sur des micropiliers de matériaux métalliques. En haut du transparent, je vous montre un exemple où des micropiliers de nickel sont déformés plastiquement en compression. On voit clairement les lignes de glissement sur la micrographie en haut à droite. Ceci n'est pas surprenant car les matériaux métalliques sont ductiles à température ambiante. La surprise vient des niveaux de contrainte atteints en fonction du diamètre de ces piliers. On voit en effet que la limite d'élasticité du matériau augmente à mesure que le diamètre des micropiliers diminue. Des expériences similaires ont été menées sur les matériaux semi-conducteurs et le même constat a été fait concernant la variation de la contrainte en fonction du diamètre des micropiliers. Ce qui surprend le plus dans ces expériences, c'est le fait que ces micropiliers de GAS deviennent ductiles à température ambiante alors que le massif monocristallin est fragile à cette même température. Dès lors, la question de l'existence d'une transition fragile ductile dimensionnelle a été posée et reste encore d'actualité jusqu'à présent. L'un des matériaux les plus étudiés en ce sens reste le silicium, et je vais donc m'appuyer dans un premier temps sur ce travail réalisé par Sandra Corte afin de mieux illustrer la problématique. En effet, ce graphique illustre bien cette dualité de la transition fragile ductile, car les essais ont été réalisés sur des échantillons de différentes tailles et ce pour différentes températures. Il faudra noter que les points situés dans la partie grisée du graphique sont associés à un caractère ductile, alors que les points situés dans la partie claire sont associés à un caractère fragile. Ces deux parties sont séparées par la ligne noire qui exprime la transition fragile ductile. On peut noter par exemple que les micropiliers de 2 micromètres de diamètre sont fragiles à température ambiante et que les micropiliers de 1 micromètre de diamètre sont ductiles à cette même température. Il faudra noter aussi la différence des niveaux de contrainte entre les deux cas, car on voit clairement que ces niveaux augmentent en se décalant vers la gauche et diminuent
en se décalant vers la droite. J'attire votre attention sur le fait que très peu d'analyses microstructurales existent pour expliquer ces comportements. Des expériences similaires ont été réalisées en 2012 par Tilly et ses collaborateurs sur l'antimoinure d'indium, et ce uniquement à température ambiante. On observe à travers ces graphiques une tendance similaire à celle du silicium, à savoir l'augmentation de la limite d'élasticité lorsque la taille des échantillons diminue. On note surtout qu'à cette échelle, INSB devient ductile là où il montre un caractère fragile à l'échelle du massif. Cette étude montre notamment que la transition fragile ductile dimensionnelle se situe vers 17 micromètres pour INSB déformé à température ambiante. Là encore, les caractérisations microstructurales ne sont pas assez poussées, elles mettent juste en évidence l'existence de défauts d'empilement. L'étude du lien entre la plasticité d'INSB et l'effet de taille s'inscrit dans un cadre plus large où il s'agit de réaliser des études systématiques sur plusieurs matériaux semi-conducteurs. Le projet ne vise pas uniquement à réaliser des tests de déformation, mais aussi à réaliser des études microstructurelles poussées. Pour ce faire, une approche multi-échelle a été adoptée. Cette approche comprend une première étape consacrée à l'élaboration de micropiliers d'INSB à l'aide d'un faisceau d'ions focalisé. Ensuite, et grâce à un dispositif de compression installé dans la chambre d'un meuble, des tests de déformation sont réalisés in situ où l'acquisition des séquences vidéo est possible sous le faisceau d'électrons. Ces tests permettent notamment d'acquérir des données mécaniques et cela permet aussi d'observer les événements de plasticité apparaissant à la surface de l'échantillon en temps réel. Une fois le test réalisé, un examen complémentaire peut être réalisé post-mortem sur la surface du micropilier. À la suite de ces examens, il faut choisir l'orientation la plus pertinente pour extraire une lame à l'aide du FIB et l'amincir toujours à l'aide de cette même technique en vue de l'examiner au microscope électronique en transmission. Nos micropiliers sont façonnés à l'aide d'un faisceau d'ions focalisé, communément cité sous le nom de FIB pour Focused Ion Beam en anglais. Je vous montre ici une photo de l'appareil dont nous disposons à l'Institut P'. Le principe de fonctionnement de cette technique est schématisé à droite du transparent. À la base, il s'agit d'un microscope électronique à balayage représenté par la colonne verticale auquel on a rajouté une autre colonne dotée d'une source d'ions pouvant être accélérée sous des voltages comparables à ceux du MEP. À titre d'information, notre appareil est doté d'une source de gallium. Tel que le montre la figure B, la surface de l'échantillon peut être façonnée par le FIB, ce qui permet de réaliser des gravures avec les formes et les profondeurs souhaitées. Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d'élaborer des micropiliers d'INSB de forme cylindrique. Tout le défi de cette étape consiste à réaliser des micropiliers conformes aux spécifications en termes de géométrie et de dimension, mais surtout en évitant de trop dégrader les surfaces exposées aux faisceaux d'ions. Pour ce faire, une optimisation des paramètres de gravure a été obtenue suite à un travail très fastidieux, et ce en raison notamment d'une complication induite par l'existence d'une réaction chimique entre les ions de la source, donc le gallium, et l'indium présent dans les échantillons à façonner. Le façonnage de nos micropiliers est réalisé sur des parallélépipèdes similaires à ceux utilisés pour l'étude du massif monocristallin. La direction longitudinale est de type 1 de 3, ce qui permet de favoriser un seul système de glissement lors d'un essai de compression. Pour rappel, à température ambiante, la transition fragile ductile dimensionnelle se situe pour INSB vers 17 micromètres. Le choix a donc été fait pour façonner des micropiliers largement plus petits que ce seuil critique afin d'avoir la garantie d'accéder à la déformation plastique et d'étudier les mécanismes la contrôlant. Tel que le montrent les micrographies à droite, le choix a été fait pour élaborer des micropiliers de 2 et 5 micromètres de diamètre. La compression mécanique des micropiliers a été réalisée dans l'enceinte même du MEB à l'aide d'un indentaire muni d'un poinçon plat. Au cours de ces tests, des données mécaniques sont acquises ainsi que des séquences vidéo permettant notamment d'établir des corrélations entre les événements qui se manifestent à travers les données mécaniques
et les constatations que l'on peut établir directement sur la surface du micropilier en cours de déformation. On souligne ici que les essais de saut de vitesse de déformation ont été privilégiés afin d'identifier les mécanismes de déformation à travers la mesure du volume d'activation apparent. Le volume d'activation apparent est associé au volume impacté par le cœur de la dislocation et donc au nombre d'atomes mis en jeu lors du mécanisme élémentaire de la déformation plastique. Son expression complète est donnée par la formule que vous voyez sur le cadran portant le même intitulé. Outre la température de l'essai qui est ici fixée à l'ambiante, la contrainte d'écoulement σf et la sensibilité à la vitesse de déformation m sont obtenues en réalisant des essais de saut de vitesse de déformation. Ce type d'essai est schématisé grossièrement à gauche du transparent. Lors de l'essai de compression qui se déroule à une vitesse de déformation fixée au départ, on modifie subitement cette vitesse et on note la réponse du matériau qui se traduit par une nouvelle contrainte d'écoulement. Le volume d'activation apparent est ainsi calculé en B cube où B est le module du vecteur de Burgers des dislocations supposées. On comprend donc que cette valeur doit être différente selon que l'on considère des dislocations parfaites ou bien des dislocations partielles, car les modules des vecteurs de Burgers sont différents. Pour qu'un volume d'activation soit cohérent avec un mécanisme de déformation plastique, il faut que sa valeur soit comprise entre B cube et plusieurs dizaines de B cubes. Ceci constitue une première approche pouvant nous renseigner sur la nature des défauts responsables de la déformation plastique. En pratique, les paramètres recherchés sont obtenus suite à la réalisation de plusieurs sauts de vitesse, comme c'est le cas dans cet essai effectué sur un micropilier de 5 micromètres de diamètre. On note que la série de sauts de vitesse de déformation n'est réalisée qu'après avoir franchi la transition élastoplastique. La sensibilité à la vitesse de déformation est ainsi obtenue pour les micropiliers d'INSB de 5 et 2 micromètres de diamètre. On voit notamment que nos résultats sont en accord avec la littérature. De même pour les valeurs du volume d'activation qui en découlent, je rappelle que la valeur du volume d'activation calculée expérimentalement est initialement obtenue en mètres cubes, puis on compare cette valeur au cube du vecteur de Burgers des deux types de dislocation possibles, à savoir parfaite ou partielle. Ce tableau montre les valeurs des volumes d'activation associés à chaque type de dislocation, et ce pour chaque taille de micropilier. Il faut noter que la valeur associée à un mécanisme par glissement de dislocation parfaite est incohérente car elle est inférieure à 1 B cube. La valeur associée à un mécanisme par glissement de dislocation partielle étant cohérente, on considère donc que la déformation plastique de ces micropiliers est contrôlée par un mécanisme mettant en jeu des dislocations partielles. Je vous montre à présent une séquence vidéo obtenue en déformant par compression un micropilier d'INSB d'un diamètre de 5 micromètres. On voit ici le micropilier avant déformation. On voit aussi le poinçon de l'indenteur qui est très proche du sommet du micropilier. Il faudra remarquer sur le bandeau inférieur de l'écran des inscriptions indiquant les vitesses de déformation. Ces inscriptions vont changer de couleur au cours de l'essai afin d'indiquer à quelle vitesse de déformation se déroule la compression. On a vu que la déformation se propage progressivement le long du pilier. Au tout début, nous avons vu apparaître un gonflement au sommet du pilier, voire la partie indiquée par l'accolade. Ce gonflement est accompagné d'un léger décalage du micropilier latéralement.
Ce comportement est en réalité dû aux conditions d'alignement du poinçon de l'indenteur et de la surface supérieure du micropilier. Il s'agit donc d'une déformation complexe car au début, le micropilier n'est pas sollicité selon la direction du glissement simple. Ensuite, on retrouve les bonnes conditions d'alignement en dessous de ce gonflement car un seul système de glissement est activé, comme en témoigne l'apparition successive des bandes de glissement indiquées par les flèches et ce jusqu'au bas du micropilier. Un comportement similaire est obtenu suite à la compression de micropiliers de 2 micromètres de diamètre. Il est à noter que les marches de cisaillement formées sur la surface des échantillons restent d'assez faible amplitude et ceci est en faveur d'un cisaillement par glissement de dislocation partielle. L'ultime moyen pour caractériser directement les défauts induits par la déformation consiste dans l'utilisation de la microscopie électronique en transmission. Là encore, le défi consiste d'abord à extraire des lames suivant les orientations et les zones pertinentes, et ce en évitant de trop endommager la lame avec le faisceau d'ions. La lame que je vous présente ici est extraite d'un pilier de 5 micromètres de diamètre. Il s'agit du même échantillon que vous avez vu dans la séquence de compression in situ. Regardons d'abord la micrographie à gauche du transparent. Il s'agit d'un champ clair conventionnel obtenu avec les conditions 2 ondes indiquées, à savoir -2, 2, 0. On voit sur cette image deux zones distinctes. D'abord la zone à gauche, caractérisée par un fort contraste dû à la présence d'une forte densité de défauts indiqués par la lettre D. Ce sont des dislocations dont la caractérisation est rendue difficile en raison justement de leur forte densité. Cette partie appartient à la zone de gonflement observée sur le pilier déformé. Il faut noter que cette microstructure n'est pas caractéristique des conditions de déformation optimale, à savoir un alignement en configuration de glissement simple. On observe sur le côté droit de cette micrographie une zone plus claire contenant des défauts très rectilignes et traversant tout le diamètre du micropilier. Ils sont indiqués par la lettre T. La caractérisation fine de ces défauts est réalisée en haute résolution. Cette technique permet de directement observer l'arrangement des colonnes atomiques. On voit sur la micrographie à droite un exemple mettant en évidence la structure de l'un des défauts indiqués par la lettre T. L'arrangement mis en évidence est caractéristique de celui d'une macle. Il s'agit donc d'une nanomacle mécanique, autrement dit induite par le test de compression. Ce résultat est cohérent avec l'analyse des faciès de déformation ainsi qu'avec la mesure du volume d'activation car le maclage est un mécanisme contrôlé par le glissement de dislocation partielle. Il s'agit là d'un tout nouveau résultat pour les micropiliers d'INSB déformés à température ambiante. Ce mécanisme est d'autant plus important car il n'est pas activé dans le massif monocristallin à cette même température. Ceci a fait l'objet d'une publication récente apparue dans Scientific Reports affiliée à la revue Nature. Pour conclure, je rappelle ici la cohérence des résultats obtenus aux différentes échelles. À l'échelle macroscopique, la mesure du volume d'activation apparent est en faveur d'un mécanisme par glissement de dislocation partielle, ce qui est soutenu par l'analyse des faciès de déformation. Enfin, l'analyse des défauts à l'échelle atomique montre que la déformation procède par un mécanisme de maclage, ce qui reste cohérent avec les résultats obtenus aux plus grandes échelles d'observation, car le maclage est régi par le glissement de dislocation partielle. Ce résultat constitue en soi une nouveauté et une piste à creuser afin d'expliquer l'effet de taille. Voici enfin quelques idées pour étoffer ce sujet en vue de mieux cerner cette problématique. Il serait notamment intéressant d'appliquer la même approche à des matériaux de structure similaire à celle d'INSB. Puis, il semble évident que le défi posé par cette problématique passe aussi par la caractérisation d'échantillons déformés à d'autres températures que l'ambiante, et ce combiné avec le paramètre dimensionnel objet de cette problématique. J'arrive donc au terme de mon exposé et je vous remercie de votre écoute.
Aussi, je souhaite la bienvenue à tous ceux parmi vous qui souhaitent nous rendre visite et vous aurez aussi, je l'espère, l'occasion de visiter le fantastique parc du Futuroscope qui se trouve à la toute proximité de l'Institut Pepperine.